Salut, c'est Boris de Rue du Jeu, bienvenue dans la pile, ce coup-ci on s'attaque à des tout petits jeux. Il y aura Moving Wild et Tom 77 de chez On Games, Strato et Alpina de chez Helvetic, et In Extremis des jeux au plat. C'est parti. Petit rappel, tu peux évidemment soutenir gratuitement la chaîne en likant, commentant, t'abonnant ou partageant, et tu peux soutenir mon travail financièrement sur ko-fi.com/rue du jeu. D'abord, deux mentions honorables. Fast Blast, une copie presse envoyée spontanément par BlackRock Games, merci à eux. Fast Blast, c'est tout simplement du Uno en temps réel, donc t'as une défausse au milieu, t'as des cartes devant toi, tu peux jouer une carte sur la défausse si t'as une carte de même couleur ou de même valeur, mais il n'y a pas de tour de jeu, tout le monde fait ça en même temps, frénétiquement, parce que le but c'est de se débarrasser de ces cartes. Si avec ça, ça serait un peu basique, il y a aussi des cartes Fast Blast, d'où le nom du jeu, où quand tu les joues, en quelque sorte, ça interrompt la partie et il faut compter à partir du joueur suivant. Donc si par exemple je joue un Fast Blast 3, on compte 1, 2, 3, et celui sur qui ça tombe, il doit soit jouer une carte de même valeur, donc un 3, soit un autre Fast Blast, et là on redémarre un décompte, et s'il a pas, bah il pioche des cartes. On retrouve cette vibe Uno, avec le plus 2, le plus 4, machin. Alors il faut savoir que moi j'adore les jeux en temps réel. Je suis notamment un grand fan de chez Happy Salmon, qui malheureusement n'est plus édité, un jeu débile où on joue tous en même temps, on doit retrouver des partenaires qui ont le même geste que nous, et faire le salut du saumon frétillant comme ça, leur faire des checks, leur faire des top là, tout ça le plus vite possible, c'est le bazar. Et bah Fast Blast ne va pas du tout venir détrôner Happy Salmon chez moi, malheureusement. Alors ok, le moment où on joue tous en même temps, c'est rigolo, mais pour moi, la fausse bonne idée de Fast Blast, c'est qu'il inclut une mécanique calculatoire. Ce Fast Blast là, qui te demande de compter 1, 2, 3, et de réfléchir à sur qui ça va tomber, et de voir s'il aura une bonne carte pour contrer, mais ça casse complètement le rythme. Parce que du coup, tu dois t'interrompre et compter, réfléchir, observer le jeu de l'autre. En plus de ça, ça vient casser la dynamique de tout le monde joue des cartes tout le temps. D'un coup, il faut s'arrêter et compter. Et puis, il vaut mieux y jouer vraiment avec beaucoup de joueurs, parce que j'ai essayé à 3, et là, ça peut piétiner. On peut avoir des situations de blocage, tout simplement. Et il y a des moments vraiment qui tombent à plat, où j'ai une carte 3 devant moi, mais j'ai pas envie de la jouer, parce que je vois que mon adversaire a un Fast Blast 3. Ce genre de situation vient complètement casser la dynamique du jeu de cartes en temps réel. C'est comme si tu démarrais sur un circuit de Formule 1, puis que d'un coup, t'avais un feu rouge. Donc, je n'ai pas été convaincu, je suis pas fan de l'esthétique non plus, donc désolé BlackRock, mais Fast Blast, c'est non pour moi. Autre mention honorable, Hit Extreme, une copie presse envoyée par Pixie Games. Alors moi, j'avais déjà Hit de Reiner Knizia. Hit, c'est vraiment un jeu de stop ou encore bête méchant. Vraiment, quand tu joues, tu poses ton cerveau, tu retournes des cartes. Dès que t'as deux fois la même carte, ton tour s'arrête. Mais en même temps, si tu pioches des cartes que tes adversaires ont aussi, tu peux leur voler. Et il y a que si ça fait un tour entier sans que tu te sois fait voler que tu vas pouvoir banquer, sécuriser tes cartes. Donc Hit, c'était rigolo. J'aime bien que tu puisses y jouer vraiment avec tout le monde. J'ai joué avec ma grand-mère, par exemple, mais c'est un peu basique. Hit Extreme, la nouvelle version, a la bonne idée d'ajouter des cartes spéciales, des cartes que tu peux immédiatement banquer, des cartes de valeur 20 qui te font péter un câble. Donc on a vraiment le piment qui manquait à Hit pour être un jeu complètement barjot. En fait, c'est encore plus chaotique, mais du coup, il y a encore plus de retournements de situation, et mine de rien, je prends plus de plaisir avec cette version. Pour moi, c'est pas toujours une bonne idée, hein, quand un jeu est épuré, de lui ajouter des trucs en plus. Parfois, ça vient gâcher la sauce, mais ici, ça fonctionne bien. Je le mets pas dans la pile parce qu'il y a pas grand chose de plus à en dire, et voilà, ça reste un jeu très hasardeux, très chaotique, donc faut aimer ça. Certains n'y verront aucun intérêt. Ensuite, on démarre la pile proprement dite, et on va commencer par Strato. Strato, c'est un jeu qui m'a été envoyé par Helvetic, donc l'éditeur suisse, qui est en train de monter une nouvelle gamme, et Strato est un jeu exclusivement solo, qui va jouer sur les éléments, la météo. En fait, on est sur une série de scénarios, des espèces de puzzles qu'il va vous falloir réussir. Le jeu te dit, bah voilà, t'as des tornades, tu peux jouer des cartes de part et d'autre de ces tornades, et tu dois arriver à cette situation-là. Par exemple, avoir des cartes d'un élément identique à côté de la tornade qui correspond, ou à l'inverse, avoir des cartes d'un autre élément, etc. Chaque carte a un pouvoir, le vent va te permettre de repousser les cartes, la pluie va les poser à côté de la tornade, il y en a qui te permettent d'échanger des cartes en verticale, etc. Au début, c'est vraiment très basique, je me suis dit, bof, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est un peu une réussite comme ça, un peu plate, et puis après, ça monte vraiment en puissance, à partir du moment où tu as deux colonnes de cartes, en fait, donc je crois que c'est le scénario 2, là, ça commence à être vraiment intéressant, ça commence à être un peu plus difficile de gagner, et pour quiconque aime les jeux solo, c'est vraiment pertinent. C'est un jeu qui aurait tout à fait pu se retrouver dans la collection de l'Oniver, hein, les jeux créés par Shadi Torbey, à commencer par Onirim. Moi, j'ai vraiment eu des sensations d'Onirim en jouant à ça, mais je trouve qu'il fait vraiment le taf, que les illustrations sont jolies. Bon, le bémol, c'est que une fois que t'as fait les 8 scénarios, est-ce que tu y reviens? C'est pas sûr. Bon, après, il y a des variantes pour y jouer en multi, en coop, etc., mais
tu sens que c'est vraiment un jeu qui a été pensé pour le solo. Donc voilà, si vous aimez ce genre de casse-tête, la manipulation de cartes, le truc de je déplace celle-là pour mettre celle-là, etc. Franchement, si vous êtes dans le cas, Strato est un titre tout à fait recommandable et il vient démarrer la pile. On enchaîne avec Town 77. Donc là, on est sur les petites boîtes de chez On Games. Vous connaissez probablement cet éditeur japonais qui est vraiment très très fort, qui a fait des jeux incroyables comme Deep Sea Adventure ou Startups, Fake Artist Goes to New York. Et en France, c'est Pixie Games qui s'occupe de la localisation, donc ils m'en ont envoyé deux, ils m'ont envoyé celui-ci et Moving Wild, merci à eux pour les copies presse. Et Town 77, on est dans la même vibe qu'un Strato, c'est une espèce de casse-tête, de sudoku, où il faut placer des tuiles bâtiments dans des lignes et dans des colonnes pour qu'il n'y ait jamais la même couleur ou la même forme dans une colonne ou une ligne donnée. C'est une espèce de Battle Royale dans le sens où il n'y a pas de scoring. Le but, c'est à la fois de jouer le plus longtemps possible et en même temps d'avoir le moins de tuiles. Le twist intéressant, c'est qu'après avoir posé une tuile, t'en repioches une, mais tu peux aussi choisir de t'en défausser d'une à tout jamais. Du coup, à la fois, t'auras moins de choix les tours suivants, mais en même temps, tu te fais en quelque sorte gagner un point de victoire, puisque c'est celui qui a le moins de tuiles qui gagne. Mais si au final t'es bloqué et que ton adversaire arrive à jouer plus longtemps que toi, c'est lui qui va l'emporter. Donc il y a vraiment un petit côté prise de risque. Bon, il y a aussi des moments où la tuile que tu vas défausser, tu vas le faire un peu par défaut, parce que tu vois bien que tu peux plus la placer. Le problème de Town 77 pour moi, c'est le côté lisibilité. C'est-à-dire que les couleurs, ok, on voit bien, et encore faut pas être daltonien, alors ils ont pensé à des bandelettes pour les daltoniens, etc., mais je pense pas que ce soit la meilleure solution, il faudra leur demander. Mais pour les formes, ça se complique un peu, et quand le tableau commence à se compléter en fin de partie, ça devient vraiment galère de voir si tu peux jouer une tuile ou pas. D'ailleurs, il y a des fois où j'ai craqué, j'ai dit à mon adversaire, vas-y, on joue à jeu ouvert, et on vérifie ensemble, tuile par tuile, si je peux la jouer ou pas, parce que vraiment, j'y arrive plus, quoi. Donc voilà, il y a ce petit bémol qui vient casser la fluidité dans un jeu qui pourrait être super rapide. T'as l'impression de subir un petit peu la partie, parce qu'en vrai, tu vois la couleur des tuiles de tes adversaires, mais tu vois pas leur forme. Donc tu peux faire certaines déductions, mais t'es surtout en train de te concentrer sur tes propres tuiles et la manière de les poser. Donc voilà, j'ai trouvé le principe très chouette au début, puis à force d'en faire 3-4 parties, ça s'est essoufflé chez moi. Ça reste un jeu sympa si vous aimez le côté casse-tête, placement, blocage. Voilà, si c'est votre truc, que vous n'avez pas de problème de perception des formes, ça peut tout à fait vous convaincre. Mais pour l'instant, il va quand même aller en dessous de Strato, parce que j'ai trouvé ça un peu moins efficace. On va le mettre comme ça, sinon on voit pas le titre. Ensuite, on retourne en Suisse chez Helvétique avec Alpina. Alpina, c'est vraiment tout bête, c'est le genre de jeu qu'on a déjà vu plein de fois, avec des objectifs qui permettent de scorer dans tous les sens. Il y a des animaux, il y a des paysages. À ton tour, tu poses une carte dans un carré de cartes, et puis tu peux poser un bonhomme, soit sur la carte que tu viens de poser, soit sur une carte adjacente. Donc t'es pas obligé de revendiquer un objectif dès que tu poses la carte, tu peux attendre, et tu peux aussi tout à fait piquer un objectif d'un adversaire si tu viens te placer à côté. Alors le problème que j'ai avec Alpina, il m'est tout à fait propre, mais il se trouve que je possède un autre jeu de son auteur, qui s'appelle Tsum Tsum, qui a exactement la même mécanique. C'est-à-dire que dans Alpina, il a rajouté quelques scorings différents. Il a étoffé un peu le truc pour le rendre un petit peu plus complexe parce que Tsum Tsum c'est un jeu enfant, mais vraiment les deux c'est la même chose. C'est tu poses une carte et puis tu peux revendiquer une carte et t'as qu'un certain nombre de bonhommes, donc tu pourras revendiquer qu'un certain nombre de cartes dans la partie. Et c'est un peu du stop ou encore sur quand est-ce que je revendique quoi, est-ce que je m'assure cet objectif-ci maintenant, est-ce que j'attends de voir s'il est plus lucratif, mais peut-être que j'aurai plus la possibilité de le poser. Donc c'est exactement les mêmes sensations, et vraiment c'est le même jeu à quelques détails près. Et ça, ce genre de recyclage, je trouve ça vraiment fainéant. Je trouve que c'est vraiment de la fainéantise, c'est de la paresse intellectuelle. Et autant je peux comprendre que tu fasses ça quand t'es Bruno Catala et que t'as sorti 100-150 jeux, autant quand t'es cet auteur-là, que t'as sorti qu'une poignée de jeux, je trouve ça vraiment dommage. Donc j'ai envie de sanctionner Alpina parce que tout simplement je le possède déjà. Donc je reçois un jeu qui est présenté comme une nouveauté et je le possède déjà. J'ai déjà un jeu qui fait exactement la même chose et qui a été créé par la même personne dans ma ludothèque. Au-delà de ça, je trouve l'édition un peu fainéante, c'est-à-dire que il y a 3 animaux et 3 paysages, ils ont chacun les mêmes illustrations. Donc il n'y a pas de variation autour des oiseaux, c'est tous les mêmes, qui regardent dans la même direction, avec la même tronche. Alors je pense qu'ils ont fait ça aussi peut-être pour des questions de lisibilité, parce que le jeu, en fin de partie, est assez complexe à lire et te demande vraiment beaucoup de calcul mental de « Attends, cet objectif-là, si je le prends, il me rapporte autant, celui-là, il me rapporte autant, mais si je mets ma carte là, en même temps, j'augmente le scoring donné par cet objectif. » Donc ça peut être assez pénible en fin de partie, et c'est vrai que s'ils avaient mis des illustrations un peu plus variées, ça aurait peut-être rendu plus compliqué la lisibilité, mais je peux pas m'empêcher de me dire que y avait peut-être quand même quelque chose à faire pour avoir des illustrations un peu plus riches. Du coup, ça sent la paresse à tous les étages, et je suis désolé Helvétique, mais celui-là, il est vraiment pas pour moi. Donc Alpina, vous l'avez compris, ça va aller
installé tout en dessous de la pile. Allez, on enchaîne avec In Extremis, des jeux Hopla. Les jeux Hopla, vous le savez, c'est cet éditeur un petit peu fou qui est basé en France, qui est à la fois dans une démarche écologique, à la fois dans un délire de gamme très très contrôlée, très très cohérente, avec très peu d'auteurs différents, avec le même illustrateur la plupart du temps. Ils font des jeux adaptés de documentaires, ils font des jeux adaptés de bandes dessinées. Et là, on est sur une création originale qui s'inscrit dans la continuité de Cosmopolite, qui est un jeu développé en collaboration avec des linguistes, que moi j'avais possédé, que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas trop trouvé les joueurs autour de moi, les gens trouvaient ça un petit peu trop stressant. Et là, on est toujours sur du temps réel assez stressant, avec In Extremis. Donc là, on est sur un jeu qui a consulté différents scientifiques, des personnes qui étudient l'énergie, l'écologie, etc., pour proposer un jeu autour de la transition énergétique, qui réfléchit à l'énergie fossile, à ses points forts, à ses inconvénients, à la pollution, etc. Et ça se fait sous la forme d'un jeu coopératif en temps réel, avec une application. L'application est très peu intrusive, mais elle est nécessaire pour jouer, parce que c'est elle qui va distribuer les tours de jeu. Donc c'est un jeu où vous devez casser la dynamique de « Ok, je joue une carte, maintenant c'est à toi, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. » Il faut constamment rester attentif, jouer ta carte, après appuyer sur l'application qui va dire « Ok, maintenant c'est à lui de jouer », et parfois ton tour revient tout de suite après, parfois peu de temps après, et il faut jouer tes cartes au bon endroit pour additionner et ne pas dépasser certaines valeurs pour avoir le bon montant d'énergie dans chacun des emplacements de la machine. Alors ce concept de base, il paraît un peu plus sage, un peu moins révolutionnaire que Cosmopolite, où il y avait une personne qui avait des écouteurs, qui devait entendre des langues un peu de charabia, mais en même temps inspirées de langues réelles, de dialectes réels, etc., répétées pour faire des commandes dans un restaurant. Là, on est sur un truc qui ressemble un peu plus à ce qu'on a déjà vu, de jouer des cartes au bon endroit le plus rapidement possible. Voilà, rien que dans cette vidéo, on a Fast Blast qui propose à peu près la même expérience. Mais la richesse d'In Extremis, elle vient des twists que le jeu va te proposer. Il y a 16 missions au total, à chaque fois vous faites 3 manches, et à la 3e manche, le jeu va introduire un twist. Exactement comme dans Sink or Swim, en fait. Et là, vraiment, je dois dire qu'il y a beaucoup d'inventivité dans les twists que le jeu te propose. En plus de ça, il y a tout un bouquin de documentation qui va te dire pourquoi ils ont fait ces choix éditoriaux-là, etc. Donc il y a plein de bonne volonté derrière. Si on accroche au principe de base de jouer des cartes très vite avec cette application, il y a plein de rebondissements à y trouver. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est que vous accrochiez au principe de base, parce que derrière, vous allez faire des découvertes. J'en dis pas plus pour pas spoiler. Il vaut mieux y jouer à partir de 3, parce qu'à 2, la dynamique pêche un peu. Il faudra que vous trouviez des motivés pour faire toute la campagne avec vous. Mais si vous réunissez ces critères, c'est très cool. Alors, personnellement, je rentre un peu plus dans le délire de Sink or Swim, et puis je vois la thématique écologique, etc. Mais en vrai, quand t'es en jeu et que tu joues tes cartes très très vite, tu l'oublies un peu. Mais ils ont fait plein d'efforts pour t'expliquer comment elle se traduisait aussi en termes de mécanique, etc. Notamment avec cette pollution, cette énergie fossile que t'as envie d'utiliser, et puis en fait elle est à double tranchant parce qu'elle va polluer ta pioche après, et tu t'en rends compte à tes dépens au début. Donc il y a plein de bonnes idées. In Extremis, ça vient au-dessus de la pile pour le moment, parce que c'est vraiment malin, et c'est vraiment riche, et c'est un jeu plein de bonne volonté qui m'a séduit. Et enfin, on termine cette pile avec Moving Wild, qui vient là aussi de Wine Games et qui a été localisé par Pixie Games. C'est de nouveau une copie presse. Moving Wild, c'est un petit jeu de draft où vous allez récupérer des enclos, des animaux, des améliorations pour ces enclos, et il va falloir, à la fin de la manche, une fois que vous aurez récupéré vos cartes, que tout ça soit mis aux bons endroits, de caser les animaux dans les enclos, sans qu'il vous reste de la place dans l'enclos, sinon c'est des points en moins. S'il y a des animaux que vous pouvez pas caser, c'est des points en moins. Et ce qui est intéressant, c'est que vos animaux, vous pouvez vraiment les relocaliser d'un enclos à l'autre, d'une manche à l'autre. Le jeu compte 3 manches au total. Donc vous pouvez très bien être mené au score parce que vous avez pris des gros animaux que vous n'avez pas réussi à caser en première manche, et puis par après, trouver les cartes qui vont vous donner un nouveau souffle, trouver les bons enclos et arriver à faire du scoring qui fait mal. Les animaux, ils peuvent être sauvages, et là, vous devez vraiment les ranger dans un même enclos. Vous ne pouvez pas mélanger les espèces, ou ils peuvent être pacifiques, et là, pas de souci, ils peuvent cohabiter. Donc, il y a plein de contraintes. Ça donne un jeu très casse-tête, où il faut vraiment bien compter. La phase où on joue en simultané, où on aménage ces enclos, c'est vraiment un moment de calme olympien, où tout le monde est en train de faire des maths et de compter, voir si ça dépasse pas. La phase d'avant, c'est une phase de draft bête et méchante. T'as ta main de cartes, t'en gardes une, tu passes. Évidemment, tu peux essayer de contre-draft. Tu vois que si ton adversaire, il essaye d'avoir les animaux d'une telle espèce, tu vas peut-être lui piquer. Mais c'est à double tranchant, parce que si toi-même, tu sais pas la caser et qu'elle t'intéresse pas, c'est des points en moins. Donc, c'est pas le jeu le plus interactif de la Terre. C'est vraiment très solo dans sa réflexion. Mais ça m'a vraiment convaincu. L'iconographie est lisible. Le casse-tête, tu prends du plaisir à le réaliser. Et je trouve ça ludique, ce mini Ark Nova, presque, où tu draftes tes enclos, où tu mets tes animaux
animaux aux bons endroits. J'ai vraiment apprécié toute la flexibilité du jeu, le fait de pouvoir relocaliser tes animaux d'un enclos à l'autre, d'une manche à l'autre. Ça peut permettre des gros retournements de situation. Et Moving Wild, il m'a bien convaincu. Il est moins original, moins explosif qu'un In Extremis, donc il va aller en dessous, mais on est sur des sensations de jeu qui montent plus qu'un strato. Elle est pas belle ma pile là, un équilibre un peu précaire, mais... Voilà. Je clôture ici avant que ça se casse la figure. Une belle pile de beaux petits jeux à emporter un petit peu partout avec vous. C'était Boris pour Rue du Jeu. Si ça vous a plu, vous savez comment faire pour me soutenir. N'oubliez pas aussi de faire un tour sur la boutique partenaire goldenmeeple.be pour acheter ces jeux ou d'autres. A bientôt, jouez bien par chez vous. Ciao!